que la magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici. Bonsoir et bienvenue dans ces chroniques sagesse de Vénusienne avec Lydie Oz. Bonsoir Lydie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Donc, on va aborder un sujet spatio-temporel. Le thème, c'est peut-on voyager dans le temps et réécrire le passé? Alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible, Lydie? Et puis peut-être, avant même de parler de tout ça, définir le concept de temps. Oui. Alors, je précise quand même que je ne ferai pas dans cette chronique un exposé de sciences physiques. D'abord parce que c'est un sujet qui est très technique et que je ne suis pas une spécialiste. Et ensuite parce que c'est un sujet qui est formidablement bien expliqué par ailleurs dans des tas d'ouvrages, de sites internet ou de vidéos pédagogiques. Mon objectif ici, c'est plutôt de proposer une approche opérationnelle du temps qui nous permet de comprendre comment on peut, à notre échelle, interagir avec lui. Donc pour ce faire, évidemment, je suis obligée de proposer une vision du temps. Une vision qui est un peu plus en hauteur, on va dire, que les conceptions habituelles. Puisque précisément, il me paraît nécessaire de rattacher ce concept à la notion de conscience afin d'en avoir une meilleure compréhension. En fait, d'un certain point de vue, il est possible de considérer que le temps n'existe pas. C'est du moins ce qu'affirment aujourd'hui certains physiciens, comme Carlo Rovelli, par exemple. Et pour essayer de résumer sa conception de manière simple, ce qui n'est pas évident, on pourrait considérer l'univers comme un tout fini, une matrice, en fait, dans laquelle coexistent le présent, le passé et le futur. En gros, en observant l'univers depuis un point de vue situé en dehors de l'espace-temps, on peut considérer que tout est déjà. Alors pour comprendre cette idée, prenons une image. L'univers, c'est un peu comme un gros gâteau constitué de plusieurs couches, qu'on pourra appeler les plans ou les dimensions. La conscience serait alors comme une sonde se déplaçant à l'intérieur du gâteau. Dans cette perspective, ce n'est pas le temps qui s'écoule en fait, mais la conscience qui se déplace et qui fabrique l'illusion du temps. Alors, je conçois que c'est difficile à se représenter et je vous invite à vous documenter sur ce sujet, notamment en lisant le livre de Rovelli qui s'appelle L'ordre du temps ou en regardant des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder le film Interstellar, qui propose de manière simplifiée une représentation du temps qui me semble être assez bien imagée. Parce qu'en effet, dans ce film, on comprend que pour les êtres vivants qui se sont incarnés dans l'univers et qui sont donc enfermés dans l'un des plans de la réalité, pour eux, le temps est relatif. C'est-à-dire que le temps s'écoule, il ne s'écoule pas de la même manière, à la même vitesse, je mets bien s'écoule entre guillemets, lorsqu'on est sur Terre, par exemple, et lorsqu'on est sur Jupiter. De la même manière que le temps est relatif à la vitesse de déplacement de l'observateur. Alors, cette représentation, elle correspond à la pensée d'Einstein, à ses théories sur la relativité générale et restreinte. En gros, pour faire simple, le temps et l'espace sont intriqués l'un à l'autre, comme les fils entrelacés d'un tissu. On parle d'ailleurs du tissu de l'espace-temps. Notre espace-temps, c'est un peu comme une toile tendue sur laquelle sont posés les différents objets célestes, c'est-à-dire les planètes, les étoiles ou les galaxies, par exemple. Et plus l'objet est massif, plus il est lourd, et donc plus il déforme et dilate le tissu de l'espace-temps. Mais dans ce film, on découvre également une vision du temps qui correspond à la vision de Rovelli. C'est-à-dire que l'univers ne serait en fait qu'une succession d'événements. Et lorsque la conscience parvient à s'extraire du tissu de l'espace-temps, elle peut se déplacer à n'importe quel endroit du temps et de l'espace. Figurons cela ainsi, imaginons une nappe posée sur une table. Nos consciences incarnées sont comme prises dans les mailles de la nappe. À la manière des fils qui s'y entremêlent, la conscience ne peut s'y déplacer que de manière linéaire en déroulant justement le fil du temps. Du point de vue de la conscience qui, elle, n'est pas incarnée, à l'inverse, et qui n'est plus emprisonnée dans le tissu de la nappe, il est tout à fait possible de se projeter en n'importe quel endroit de l'espace-temps. À la manière d'une puce qui bondirait comme ça sur le dessus de la table. Ainsi, on comprend,
je l'espère, hein, on le comprend, que c'est en déplaçant sa conscience que l'on peut se déplacer dans le temps. Et mieux encore, le temps n'est que conscience. Alors, voilà, dire tout ça, ça suppose quoi? Du coup, est-ce que ça suppose qu'on puisse visiter le passé ou percevoir l'avenir? Et si c'est possible, par ces voyages, est-ce qu'on peut ou pas intervenir sur le déroulement des événements passés ou futurs? Alors à la question, peut-on ou non voyager dans le temps? Ma réponse est claire, oui, on peut. Mais, ou du moins, notre conscience le peut. Donc, pour cela, il existe plusieurs techniques. En premier, il y a la transe, parce qu'elle favorise un état modifié de conscience. On sait que lors d'une transe, le cerveau se met à émettre des ondes θ. Les ondes θ, elles ont une fréquence de 4 Hz, et on retrouve ces mêmes ondes dans les états d'extase, par exemple, ou d'hypnose. C'est pourquoi d'ailleurs l'hypnose est régulièrement employée dans les transes régressives visant à reconnecter les vies antérieures. Alors je précise au passage que le temps n'existant pas, les vies antérieures sont en réalité des vies simultanées, se déroulant conjointement dans d'autres espaces-temps. Nous sommes des êtres multidimensionnels, je l'ai déjà expliqué dans des chroniques précédentes. Les transes chamaniques font d'ailleurs parfaitement l'affaire pour reconnecter avec cette multidimensionnalité, puisque l'objectif de ces transes, c'est d'accéder à d'autres niveaux de réalité et donc à d'autres espaces-temps, c'est-à-dire à d'autres couches du gâteau univers. Précisément, la transe permet de naviguer entre les plans, mais aussi de se connecter à l'akasha. L'akasha, cette espèce de cloud qui est décrit par les kabbalistes et qui est comme la mémoire de l'univers, une bibliothèque géante ou un réservoir dans lequel sont stockées toutes les mémoires individuelles et collectives qui ont été collectées ou qui seront collectées par la conscience. Une autre manière de voyager dans le temps, c'est aussi le remote viewing. Alors cette pratique, elle consiste en un déplacement de la conscience, mais à l'intérieur uniquement du plan d'incarnation dans lequel on se trouve. Et puis, beaucoup plus accessible encore, il y a la puissance de la mémoire. Alors la mémoire, elle agit comme une balise spatio-temporelle. Elle permet de revivre un instant du temps passé dans lequel notre conscience s'est éprouvée. Pour cela, il suffit de se concentrer intensément sur le souvenir que l'on souhaite revivre et de s'y projeter à nouveau pour ressentir pleinement la vivacité de l'instant vécu. Comprenons que si le temps n'existe pas, chaque instant est éternel, y compris ceux qui appartiennent au passé. Et en s'y projetant à nouveau, nous pouvons revivre les sensations vécues, mais aussi accéder à des contenus occultés ou refoulés. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait lors d'une séance d'hypnose régressive. Mais alors, si on peut revivre le passé ou entrevoir l'avenir, peut-on agir sur le cours des événements? Alors là, la réponse, à mon sens, est beaucoup plus mitigée. En fait, pour Carlo Rovelli, l'univers se compose d'une infinité d'événements, au point où ce qui nous apparaît comme un objet, une pierre par exemple, est en réalité un événement qui se déroule à une vitesse relativement lente par rapport à la temporalité humaine. Ainsi, la pierre est en réalité dans un état de transformation constant. Considérée sur une échelle de temps suffisamment longue, elle n'est qu'une forme éphémère appelée à se transformer. Ainsi, il paraît difficile pour la conscience d'avoir un effet sur la nature des événements qui se produisent dans l'univers. Et tant mieux, parce que si la conscience pouvait empêcher un événement d'advenir, elle aurait aussi la possibilité d'empêcher la naissance de tel ou tel être. Cependant, il est une chose sur laquelle la conscience peut agir avec une très grande efficacité. C'est sur l'histoire qu'elle écrit autour de ces événements. Et cela, nous pouvons le faire de manière très pragmatique à l'échelle de notre propre vie. En effet, observons que les événements du passé n'existent dans notre présent qu'à travers l'histoire qu'on s'en raconte, c'est-à-dire à travers le récit qu'on s'en fait. Or, ce récit n'est en réalité que pure interprétation subjective des événements. Certes, il y a les faits relatifs à tel ou tel événement, et cela semble immuable. Mais, lorsqu'on comprend que c'est la conscience qui leur donne du sens, on peut agir de manière très puissante sur la résonance et l'impact qu'ils ont dans notre vie. En vérité, la vie est un récit, tout comme l'ego est une construction.
On peut réécrire sa vie, son passé, son présent et de fait, son devenir. Oui, de manière très terre-à-terre, je peux revisiter les événements qui ont jalonné mon existence et observer la manière dont ma conscience a réagi à ces événements, c'est-à-dire la manière dont je les ai interprétés. En posant dessus un nouveau regard, en éclairant ces événements d'une manière différente, je peux changer la manière dont je les ai interprétés et ainsi me libérer de l'impact possiblement négatif qu'ils ont produit sur moi et qui conditionne mon avenir. Ainsi, il est utile de s'interroger sur la manière dont nous avons écrit notre histoire. Peut-être que ce que nous percevons comme des traumatismes ou des handicaps sont en réalité des opportunités pour apprendre ou des talents qui nous rendent uniques. Et à qui est-ce donc d'en décider? Est-ce que c'est à la société d'écrire notre histoire? Est-ce que c'est aux autres de nommer ce que nous sommes? Oui, nous pouvons réécrire notre histoire et par cela changer immédiatement notre présent, mais aussi notre futur. Tu crois que tu es timide et cela t'empêche d'avancer dans ta vie, mais si en réalité tu avais tout simplement peur d'exprimer ta puissance véritable, de laisser sortir ta lumière. Se dire timide, c'est se condamner à l'impuissance. Se dire qu'on a peur de sa propre puissance, c'est se reconnaître puissant. Ainsi, de la même manière que le temps n'existe qu'à travers notre conscience, le passé n'existe que par le récit que l'on se fait de notre histoire. Réécrire son passé, c'est donc changer son avenir. Sauf que, me direz-vous, si le temps n'existe pas et que les événements se produisent dans notre vie sans qu'on puisse agir dessus, comment pourrait-on changer le futur? Si tout est déjà, si le passé, le présent, le futur se déroulent en même temps, comment pourrions-nous envisager de donner une quelconque direction à notre vie? Pour comprendre ce paradoxe, il faut maintenant se tourner vers un autre physicien qui s'appelle Philippe Guillemont. Ce théoricien français propose de concevoir l'univers comme une matrice en 9 dimensions dans laquelle plusieurs futurs possibles coexistent à l'état de potentialité. Et c'est la conscience qui détermine quel futur se manifestera in fine. Ainsi, pour lui, notre univers est balisé et tous les scénarios sont prévus à l'avance. On pourrait comparer ça à un jeu vidéo de type jeu de rôle RPG, par exemple. Dans le jeu GTA, le Grand Theft Auto, le joueur évolue dans un univers fini, où il est libre de circuler à sa guise et de réaliser toutes sortes de scénarios qui sont déjà prévus par la machine. Je peux ainsi donc choisir de prendre un hélicoptère ou de me rendre au bar du coin. Je peux également choisir de réaliser telle mission avant telle autre, mais quoi qu'il arrive, tout est déjà prévu. Notre libre arbitre est donc en fait circonscrit à un périmètre d'action spécifique au sein duquel on peut choisir son propre parcours et se créer une expérience de jeu unique. Il est d'ailleurs fort probable que certaines étapes fondamentales du scénario soient incontournables, et cela quel que soit le chemin emprunté auparavant. Philippe Guillemont illustre cette idée en comparant le cheminement de la conscience à travers le temps à un GPS. La destination est déjà prévue, et même si on est libre de choisir notre itinéraire, on finira toujours, in fine, par arriver à destination. Par ailleurs, ce chercheur propose également une vision du temps qui est non plus linéaire, mais possiblement circulaire. Il appelle sa théorie la théorie de la double causalité. De la même manière que le passé produit ses effets dans le futur produit aussi des effets rétroactifs. Ainsi, selon lui, le futur se manifeste dans le présent, au point même d'influencer le cours de nos existences. Alors, toutes ces théories sont passionnantes, et je ne saurais les résumer suffisamment, et je ne peux que vous encourager à aller écouter ce brillant monsieur, qui a notamment développé ce qu'il appelle la physique des synchronicités. Alors, dans son modèle, justement, il prend en compte la notion de conscience, qui est habituellement écartée des modélisations en sciences physiques. Et pour faire simple encore, en gros, il suggère que le rêve est encore le meilleur moyen de générer l'avenir. C'est en rêvant que l'on crée des ponts avec un autre futur possible et que l'on peut commencer à donner une nouvelle direction à sa vie.
Et cela est vrai aussi en ce qui concerne la conscience collective. Plus nous serons nombreux à rêver un avenir radieux pour l'humanité, plus nous aurons de chances que la conscience collective prenne la direction de cet avenir commun. Alors, amis terriens, rêvons. Oui, rêvons un avenir joyeux, fraternel et conscient. Cessons de vouloir contrôler le cours de nos existences et embrassons simplement nos désirs les plus fous. Car plus nous investirons ces rêves, plus nous les nourrirons de notre énergie, de notre temps, de notre attention, de notre conscience, de notre amour, plus nous aurons de chances de les voir se réaliser. Pour sûr, si nous ne sommes pas les maîtres du temps, nous sommes à l'évidence les auteurs de notre propre histoire. Alors du coup, Lily, si je comprends bien, finalement, cette action sur la temporalité, on ne peut la faire que sur notre propre histoire, notre propre personne. Effectivement, en revenant en arrière dans le passé sur nos histoires, en les réinterprétant, on change ainsi notre façon de voir le futur. Mais en définitive, est-ce que on peut modifier le passé d'un de nos proches? Est-ce qu'on peut aller modifier le passé de personnes que l'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin que notre propre existence dans ce retour vers le passé et y appliquer des modifications, ne serait-ce qu'en remontant, on va dire, notre arbre généalogique? Voilà. Jusqu'où, en fait, ça s'arrête, cette possibilité de pouvoir interagir avec ce temps passé? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, ce temps, cet effet de réécriture, parce que c'est vraiment une réécriture, c'est ça qu'il faut entendre, il y a un récit. Et enfin, entendons une chose, c'est que on est dans des récits individuels, mais on est aussi dans des récits familiaux, on est aussi dans des récits généalogiques, transgénéalogiques, tu vois, et on est aussi dans des récits collectifs, au sens où notre nation, notre histoire culturelle, l'histoire de notre pays, s'écrit collégialement. Donc, j'ai envie d'aller encore même plus loin, on peut dire que notre humanité a une histoire, qu'on se raconte, tu vois, que les historiens nous racontent. Puis d'ailleurs, actuellement, on est dans des guerres sur quelle est notre véritable histoire. Pourquoi c'est un enjeu fondamental? C'est un enjeu fondamental parce que si on prend par exemple le récit majeur qui a marqué notre histoire collective, c'est l'idée qu'on a été chassé du paradis. Il y a eu une faute qui a entraîné la vie, que ça a été une chute, tu vois, et que la vie est une erreur, qu'on a été chassé du paradis et que notre Père, entre guillemets, nous a reniés. T'imagines l'impact de ça dans notre conscience, cette quête de la reconnaissance permanente, par exemple, qui nous incite à toujours essayer d'avoir plus d'attention de l'autre, pour essayer d'avoir toujours plus de gratification sociale. Donc, c'est déterminant. Le fait de réécrire cette histoire-là, par exemple, ce que les récits sumériens ont apporté, tu vois, dans cette histoire, c'est que quand on prend le récit de la Genèse par les Sumériens, on se rend compte que Dieu, entre guillemets, a pardonné aux hommes et que les hommes sont restés en Éden, tu vois. Donc, il n'y a pas de faute, puis on n'a pas été exclus, et puis en fait, on n'a pas été reniés, et mine de rien, ça change beaucoup de choses. Voilà, de la même manière, dans notre histoire personnelle vis-à-vis de notre famille, on peut totalement réécrire notre histoire. D'ailleurs, souvent, nos parents vont nous raconter leur histoire à travers leur regard, mais on a tout à fait le droit de porter un regard différent sur cette histoire. Je dis n'importe quoi, je pense par exemple à ces enfants qui au moment de la vie in utero, avaient comme un jumeau, et on leur a dit « t'as mangé ton jumeau ». T'imagines déjà l'individu, il arrive au monde, il se dit « putain, je suis cannibale, j'ai mangé mon jumeau ». C'est violent, tu vois. Entendons quand même à quel point c'est puissant cette parole. Voilà, la parole est créatrice. L'histoire qu'on raconte, finalement, c'est ça qui fait exister notre réalité d'aujourd'hui. Voilà. Donc après, est-ce qu'on peut écrire l'histoire de quelqu'un d'autre sans son accord? Oui, à travers l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'on peut très bien écrire l'histoire de Napoléon comme on souhaite l'écrire, sans qu'elle soit réellement son histoire, sans que ça l'impacte puisqu'il est mort. Oui, si on veut reprendre cette histoire de réécrire l'histoire de Napoléon, pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que toutes les personnes
ayant entendu parler de Napoléon, ait envie de réécrire en même temps son histoire, de façon à ce qu'elle puisse s'imprimer, cette nouvelle histoire, sur le présent. Alors, on peut dire qu'on serait là, en tout cas, dans des guerres d'influence, hein, entre historiens. Il y a toujours des espèces de compétitions comme ça, pour imposer des visions du monde. Hein. De toute façon, c'est l'histoire de l'humanité qui est faite de ça. Le consensus n'est pas toujours nécessaire pour qu'une vision du monde s'impose. Parfois, il faut aussi de l'influence, de l'argent, de la force, de la puissance, de la domination. Voilà, ça dépend. Le consensus, c'est mieux. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours dans une espèce d'écriture collective, même vis-à-vis de soi-même, tu vois, notre identité elle-même est composite. Nous sommes le fruit de tous ces récits, justement, qui s'empilent. Bon, bah voilà, l'histoire de la France, l'histoire de la femme, l'histoire je sais pas, si je prends mon cas, voilà, je suis une Française, je suis une Parisienne, je suis une mère, je suis une fille d'immigrés, je suis tout ça, et tout ça, tous ces récits, y compris le récit de mes grands-parents, de mes aïeux, etc., vont me construire dans ma manière de me raconter. Voilà. Donc, où on est nous, en tant qu'individu, véritablement dans cette histoire, c'est ça qui est compliqué. Il faut quand même comprendre que on joue des rôles, on s'identifie aux autres pour devenir soi, on met à l'intérieur de soi, dans sa tête, les voix des autres, les croyances des autres, que la plupart du temps, on ne remet jamais en cause. Et donc ça, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple de faire la part dans tout ça. Et moi, je crois que ce qui est fondamental, c'est de se rappeler que tout ça n'est qu'une construction. Justement, qu'on est dans une illusion, qu'on joue un jeu. On est dans des rôles, on porte des masques, on porte des costumes aussi. Enfin voilà, on se prête à toute une série de jeux. Et au final, la vraie question, c'est qui est le maître du jeu, du jeu, tu vois ? Donc le maître du jeu, bah, c'est celui qui, justement, n'est plus en prise avec l'illusion. C'est peut-être celui qui arrête de se confondre avec le personnage. Et c'est peut-être celui qui a conscience que finalement, le temps, c'est avant tout une écriture, un récit. Et d'ailleurs, tu sais, de plus en plus dans les thérapies, on utilise ce qu'on appelle le récit de vie. C'est une méthode thérapeutique pour amener les gens à se percevoir différemment. Et donc, quand j'écris dans ma tête, je suis timide, bah j'écris, c'est pour ça que je dis ça dans la chronique. Si j'écris je suis timide, alors tout d'un coup, je deviens impuissante face à ça. Tu vois, c'est comme un truc qui m'écrase et je peux rien faire contre, c'est comme ça, c'est un fait. Si tout d'un coup, je me dis, bah non, en fait, c'est pas que je suis timide, c'est que j'ai peur de ma propre puissance, tout d'un coup, je m'écris comme quelqu'un de puissant au lieu de m'écrire comme quelqu'un d'impuissant. Voilà. Et ça vient changer toute ma vie à l'instant même où je le conçois, donc de manière immédiate comme ça. Ça change mon présent, ça change mon passé, et donc ça change mon futur. Et malgré tout, ça a quand même ses limites, cette possibilité de réécrire le passé, parce que il y a des choses qui ne peuvent pas être réécrites. Imaginons, quand tu es jeune, tu perds quelqu'un dans un accident bête, c'est-à-dire elle traverse un passage clouté, une voiture qui la fauche, elle aurait traversé une seconde avant, une seconde après, c'est pas possible, elle serait encore là. Donc là, tu ne peux pas revenir dans le passé et réécrire cet événement-là de façon à retenir la personne un petit peu pour que l'action fait qu'elle n'a pas traversé et qu'elle ne soit pas morte. Alors je rassure tout le monde, je ne parle pas d'une expérience personnelle, je ne connais personne à qui c'est arrivé, mais voilà. Ça, malgré tous ses limites, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas tout réécrire. Alors, comme je le dis bien, on ne peut pas écrire les événements. On ne les contrôle pas, les événements de notre vie. Donc non, on ne peut pas revenir pour changer les événements, comme on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. Tu vois, on n'est pas les maîtres du temps, on n'est pas les maîtres de l'univers. Par contre, on est les maîtres de notre conscience, entre guillemets. On peut au moins tenter de l'être. Tu peux écrire cet événement de la mort d'un proche comme un drame qui va faire basculer ta vie dans un cauchemar, en fait, ou tu peux voir ça comme le destin. Tu peux voir ça comme l'idée que c'est une épreuve que tu as dû traverser pour te révéler à toi-même et te sentir encore une fois fort de cette expérience.
entendons bien que c'est la même chose quand on dit, par exemple, voilà, tu as un handicap. Tu vois, quelqu'un qui dit, moi, je suis handicapé. Alors, je sais pas, je pense à un gars que j'avais vu passer comme ça sur une vidéo Internet qui réparait des horloges avec ses pieds, parce qu'il n'a pas de bras. Bon. C'est dur, hein, tu vois, la vie de ce type. Et en même temps, waouh, le talent qu'il a développé pour avoir la capacité de faire avec ses pieds, ce que toi, tu n'es pas capable de faire avec tes mains, tu vois. Donc, ou on prend Stephen Hawking, tu vois, le gars, il est emmuré dans son truc. Est-ce que s'il n'avait pas été emmuré comme ça, il aurait eu un tel cerveau? Est-ce qu'il en aurait fait autant? On ne peut pas répondre à cette question. Ce qu'on peut observer, c'est que ces événements sont produits, qu'on peut les vivre comme quelque chose qu'on va chercher à réparer a posteriori en permanence, ou on peut quelque part accepter cet événement pour essayer de construire un récit dans lequel cette histoire a du sens. Et souvent, on se rend compte que justement, ce sont les choses, les handicaps, les choses les plus violentes qu'on a vécues. Même si c'est terrifiant de le dire comme ça, hein. Je dis pas il faut vivre. Je fais aucune apologie à la violence, hein, je me précise. Et je dis pas que ça pardonne quoi que ce soit. Je dis juste que quand on observe notre vie, on se rend compte que ces événements déterminants ont eu un impact qui ont fait de nous qui on est. Voilà. Et que c'est surtout dans la manière dont on a écrit le sens de ça que finalement on va pouvoir s'inventer soi-même, tu vois, s'inventer soi-même ou reprendre le pouvoir de qui on est, de son histoire. Voilà, et que plutôt que finalement se battre pour essayer d'obtenir une réparation qui n'aura jamais lieu, puisqu'on ne peut pas être réparé quand on a été cassé, tu vois. Par contre, on peut considérer que cette cassure est l'opportunité pour développer autre chose qu'on n'aurait pas développé en d'autres circonstances. Voilà, je vais me faire insulter, j'ai conscience. Non, effectivement, alors moi je comprends ce que tu veux dire. Donc on est très clair là-dessus, tu ne fais pas l'apologie du fait qu'il faut qu'il nous arrive des trucs dramatiques pour faire des trucs extraordinaires dans notre vie présente, mais qu'on est capable de pouvoir réécrire notre perception de l'histoire dramatique que l'on a vécue pour pouvoir en faire une force. C'est surtout ça, ce message que tu veux faire passer. Oui. Dernière question, parce que sinon le sujet est très vaste et on aurait la possibilité d'en parler pendant des heures. Tu dis que le passé, présent, futur, que le temps finalement n'existe pas, tout ça c'est la même chose. Mais si le temps n'existe pas, en quoi ça sert le temps? Pourquoi avoir inventé le temps? Alors c'est une très bonne question. Pourquoi avoir inventé le temps? C'est vrai que est-ce que c'est une invention? En tout cas, c'est une illusion. Moi, j'ai cette idée que comme de la même manière qu'on vient dans des corps physiques expérimenter la séparation, voilà, on vient expérimenter le temps, que ça nous permet de comprendre justement la loi de la causalité. Tu vois, si dans le monde, dans les autres plans, peut-être de l'univers, alors c'est une supposition, hein, mais dans ma représentation, là on est dans une couche où le temps est linéaire et que la vitesse la plus rapide, c'est la vitesse de la lumière. On peut imaginer que dans les plans éthériques, par exemple, la vitesse la plus rapide, c'est la vitesse de la pensée. Donc tu penses, une supernova, pouf, tu es dans la supernova, tu vois. Tu penses, le vilain, pouf, tu vois, tu as tué quelqu'un, voilà. Et donc, le temps, dans cette réalité-là, est une manière pour nous de comprendre, de nous laisser la possibilité de rectifier nos pensées, de rectifier nos actions, de rectifier notre dynamisme, nos intentions, parce qu'on a le temps de voir le mur arriver. Alors que dans les couches supérieures, quand on se libère du corps et donc de cet espace-temps-là qui est dans notre plan de réalité d'aujourd'hui, eh bien, tout est immédiat. Et il n'y a plus de frein. Donc, il vaut mieux arriver là-haut quand tu es prêt, quoi. Voilà, c'est ma théorie. Ok. En tout cas, c'est le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment vaste. C'est vrai que c'est séduisant de pouvoir dire qu'on peut modifier son passé pour se faire un avenir différent. Comme le disait Philippe Guillemont, l'avenir est constitué de multiples possibilités
Et c'est à nous finalement de sélectionner l'avenir qui nous plaît avec la théorie de la double causalité, changer notre passé pour avoir un nouvel avenir. En tout cas, ce qu'on va nous essayer de faire, c'est de continuer à vous proposer des sujets avec Lily, toujours aussi passionnants dans le cadre de ces chroniques sagesse de Vénusienne. Et puis je tenais aussi à préciser que vous pouvez retrouver Lily Oz dans le 2e article de Génération Cité d'Or qui vient de paraître, dans laquelle nous avons fait avec Lily une interview de Stéphanie Gibault. Et puis vous pouvez aussi retrouver cette interview très bientôt sur Miasme TV. Voilà. Lily, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Non, je voulais dire aussi qu'il y a une émission sur le fanatisme qui va bientôt arriver, qui avait été annoncée dans le premier numéro de Génération Cité d'Or, mais bon, Antoine étant très débordé, parce que c'est un homme qui fait mille choses, il n'avait pas eu le temps de finaliser cette émission. Donc maintenant, j'en fais un effet d'annonce encore, un 2e, comme ça, elle aura plus de chances de paraître prochainement. Eh oui, comment je viens de me faire bâcher par Lily. Mais pas de chance, c'est moi qui fais le montage vidéo. Donc peut-être que le bâchage apparaîtra à la fin de cette vidéo, peut-être pas. Vous le saurez si vous la regardez jusqu'au bout. Voilà. Et puis je vous rassure, j'ai un casque de gamer. Je suis pas en train de faire ma reconversion, simplement. Je n'enregistre pas chez moi et c'est la seule micro que j'ai pu trouver là où j'étais. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Miasme TV pour pouvoir retrouver de nouvelles chroniques de Lily et de toute l'équipe de Miasme TV. Merci Lily, gros bisous, à très bientôt. Merci, gros bisous, à bientôt. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici.